Est-ce que c'est bon pour l'enregistrement? On est bon. On Salut est bon. Matt. Alors, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Alors, au sommaire de ce numéro 1 de la VO, 4 titres, comme je dis, petite sélection. Et en plus, zéro DC Comics. C'est quand même rare. Je me demande même si c'est pas la première fois que ça arrive. Je crois, oui. Là, on a une grosse contre-attaque Marvel, hein, puisque les 4 numéros font partie de la maison des idées. Bonsoir Matt, tu vas bien? Mais normalement, il devrait aller bien, c'est un pont. Donc forcément, tout le monde chante dans les rues en mode on n'a pas allé au travail. Voilà, je Eh, mais ressors ma tu dis ça, mais rhétorique. moi j'ai bossé, hein. Ben oui, mais il faut bosser en France, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Après, techniquement, demain, j'ai pas le pont, mais demain, c'est le jour férié, justement au Luxembourg. C'est la journée de l'Europe. Ah, pourquoi on n'a pas ça, nous? Parce que t'es Ouais, pas en Europe. Ben... Non. Alors, je peux t'expliquer pourquoi nous, on l'a au Luxembourg. Alors, c'est petite parenthèse géopolitique, hein, Ah, c'est voilà. intéressant. Il faut savoir qu'au Luxembourg, tu as le gouvernement qui est ouvert aux pétitions. C'est-à-dire que tu as le site du gouvernement sur lequel tu peux faire une pétition. Et sur ce site internet, dès lors que la pétition atteint un certain nombre de signatures, le sujet en question, en fait, est débattu, du coup, après, par le gouvernement luxembourgeois qui tranche oui ou non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a un luxembourgeois qui a mis la pétition un nouveau jour férié. C'est passé, il a eu le nombre de signatures. C'est passé après au niveau du gouvernement. Donc, on a eu un jour en plus et on s'est dit, oh, l'Europe, c'est pas mal. Allez, bim, journée de l'Europe. Voilà. C'est aussi simple que ça. Putain, c'est beau Voilà, la c'était la petite démocratie, hein. parenthèse. La démocratie C'est beau la directe. démocratie. C'est beau. Bref, revenons à nos Kitty Pryde et nos Wolverine. Titre assez intrigant si vous n'avez pas suivi l'actualité, puisque là vous avez l'impression normalement de retourner 20 ans, 30 ans en arrière, puisque vous avez Wolverine et Kitty Pryde, à savoir l'univers des X-Men, et l'immense Chris Claremont Je qui est dirais de même 40 ans retour en arrière. au scénario, ou voire 40 ans. Ouais. Bah, en même temps, il est intervenu un bon nombre d'années dessus, hein, donc C'est vrai. forcément. Avec aussi Damien Coussero au dessin. Alors je crois que tu m'as dit que tu l'as lu, Martin. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je l'ai lu. Je l'ai trouvé, en fait, mais j'ai trouvé que justement, j'ai eu vraiment un peu un flashback d'il y a 40 ans. Ne serait-ce que visuellement, en termes de style. Alors, je pense que c'est voulu, hein, je pense. Mais ouais, il y a un côté très ouais, années 80, peut-être surtout chez les X-Men. Il y a un côté un petit peu rétro. Je suis pas sûr de kiffer à 100%, mais j'aime bien l'effort, enfin la direction prise du moins. Et en termes d'histoire, j'avoue que je sais j'ai un peu l'impression d'être. Alors, j'avoue que je lis pas les X-Men de manière régulière, donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça, mais je me dis pourquoi est-ce qu'il y a Logan et Kitty au Japon, qu'est-ce qu'ils font là? Donc c'est vrai que je suis un peu euh, parachuté au milieu Ah, de tout ça. ça va, je peux répondre à toutes ces questions après. Mais vas-y, je t'en prie, continue. Mais voilà, après en termes d'histoire, pourquoi pas? J'adore voir Logan en gros weeb, ça me fait toujours marrer. De voir que c'est vraiment le premier fan du Japon chez les mutants, voilà, c'est son kiff, donc j'aime bien le voir dans ce environnement-là. Après, j'avoue que je sais pas trop comment ça va évoluer pour le moment. Et j'aime bien le côté rétro, on va dire scénaristiquement, il est surtout venu à la fin. Où en fait, c'est un peu en mode ah mais pouf pouf pouf, vous êtes là et on va se taper dessus au prochain numéro. Donc il y a un côté un petit peu charmant, un petit peut-être pas désuet parce que ça ferait un petit peu péjoratif, mais je sais pas, il y a un certain charme un peu rétro au truc. Donc je comprends pas tout, Ouais, mais ça va. C'était sympa. ok. Alors, je peux combler du coup les trous. Donc, au niveau du pourquoi, du comment on en est là, qu'est-ce qui Matt, s'est tu passé t'attendais de faire exactement, une blague. il faut savoir que... non, 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 passe pas ce genre de blague, s'il vous plaît. Et Matt, on reste sage, C'est on ce se que je calme, disais, hein. ouais. N'en Faut fais pas pas combler surtout. les trous trop vite sur Matt, attention. Et il est à peine 8h15, à tout casser. On va être sage au moins jusqu'à 8h25. Allez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il faut savoir que à la base, donc, il y avait une série, donc Kitty Pryde and Wolverine, en fait, et où on suivait du coup tout ce qui s'était passé avant cette série. Donc, c'était vraiment la série originelle entre les deux personnages. Et après cette série, en fait, on a eu tout simplement le retour au bercail des personnages qui ont fini par rejoindre les X-Men. Le problème, c'est que du coup, historiquement parlant, on avait un trou, si tu veux, entre les deux. C'est-à-dire que on ne savait pas exactement ce qui s'était passé entre la série Kitty Pryde and Wolverine et cette étape au Japon notamment, et leur retour aux X-Men. Donc du coup là, on a fait un gros retour en arrière
Donc 5 numéros pour voir la relation des deux personnages après que Kitty Pryde ait été entraîné pour devenir une sorte de ninja surentraîné. Donc ça, c'est l'explication et c'est aussi le pourquoi tu as l'impression d'être un peu paumé. C'est parce que si tu n'as pas ce contexte, effectivement, tu attaques le numéro et si tu n'as pas forcément fait gaffe au synopsis, et encore, je ne l'ai pas lu, ça se trouve, il n'est pas forcément révélateur, j'ai envie de dire. Si tu attaques ce numéro comme ça, sans avoir le contexte, c'est vrai que la première remarque que tu te fais, c'est la vache, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Donc voilà, il faut avoir ce petit contexte. Donc voilà, je te le donne, cher lecteur. Si vous ne le connaissiez pas à présent, vous le connaissez. Après, tout ça, ça veut dire aussi que, Chris Claremont ou pas, on revient quand même vachement en arrière. On dit que c'est pour faire les choses bien. De ce principe-là, on peut se dire, bon, on rappelle Chris Claremont, on revient vachement en arrière, on sait que c'est supposé être important quand même. Et là, bah, pour l'instant, avec ce premier numéro, eh ben, on dirait pas forcément. Euh, alors, le numéro, en fait, il est bien, il est divertissant, mais franchement, je vois pas du tout le caractère nécessaire de l'histoire quand je la lis. Du coup, bon, pour le côté un peu marketing, en mode, encore une fois, on va combler les trous, je trouve qu'on repassera. Après, bon, ça reste clairement de nouveau sur le retour des X-Men. Il y a le petit côté déjà nostalgie qui parle. Et puis, bon, on sait que l'auteur sait clairement écrire les personnages. Il en a toujours été, il en a toujours été capable. Il a toujours été très doué à ce niveau-là. Donc, ça se ressent encore une fois ici. Donc, il y a toujours de l'intérêt. Après, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Bon, moi, j'irais peut-être pas jusque-là. Niveau dessin, c'était carrément cool. On sent le côté un peu bah, changement géographique, hein, ça c'est plutôt évident. J'ai noté aussi que le travail sur les couleurs était quand même vachement intéressant. Donc voilà, au final, un titre alors, peut-être pour lequel j'en attendais un peu trop, c'est un peu difficile à dire. En tout cas, ça restait juste divertissant. Alors, Matt qui dit clairement est toujours au top niveau scénario car paraît que le gars est en mode plus rien à carrer avec Marvel depuis quelques temps, genre il balance même des spoilers de films à venir. Alors concernant les spoilers de films à venir, j'en sais rien. Au top niveau scénario, c'est un peu difficile à dire parce qu'on est en train de comparer un numéro qui fera partie d'un run de 5 numéros comparé à des décennies, je crois bien, sur l'univers X-Men. C'est pas vraiment comparable, on va pas se mentir. En tout cas, on reconnaît le travail sur les personnages. Après, est-ce que le scénario en lui-même, il a la grosse dimension qu'il était capable d'insuffler aux anciens numéros? Non, sans doute pas. Mais ça, j'ai presque envie de dire, c'est plus de par la force des choses, de par le contexte, 5 numéros pour mettre un truc en place, que par rapport à l'auteur lui-même. Même si, j'en sais rien, peut-être qu'il fatigue quand même, ça, je ne saurais pas dire. Revenons à nos Godzilla. Alors, Godzilla versus Spider-Man, qui est le troisième one-shot de ces one-shots Godzilla versus 1-1-1-1-1. Donc, je vous en avais parlé il y a 2 semaines. Le principe est assez simple. Des crossovers entre la créature Godzilla, le roi des monstres, et les différents personnages de l'univers Marvel. On a eu Fantastic Four en numéro 1, on a eu Hulk en numéro 2, et là vous avez donc Spider-Man en numéro 3, et vous aurez encore 2 autres crossovers par la suite, dont là, à froid, j'ai un peu oublié de qui il s'agissait. Le dernier, c'est Thor, et les autres, ça doit être les X-Men sans doute. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors déjà, oui, chaque numéro est supposé reprendre une période de l'univers de Marvel, pardon. Ici, je pense que vous en doutez par rapport à Spider-Man. Cher Martin, on en est à quelle période? Ouais, je dirais les années 80 à peu près. Le costume noir, c'est Secret Wars. Exactement. On est en plein Secret Wars, milieu des années 80. Donc voilà, on revisite de nouveau un peu cette autre période. Et bah, comme je vous l'avais dit dans les autres numéros, c'est exactement le même principe, hein. On essaie de reprendre un petit peu l'essence de ce qui faisait cette période. Donc Joe Kelly qui du coup prend la parole en tant que scénariste et il fait un aparté envers le lecteur avec le fameux True Believer, vraiment à l'ancienne, limite à la Stan Lee, donc qui vraiment en plein milieu du numéro, n'hésitez pas à parler de temps en temps avec le lecteur. Ça, clairement, vous vous en doutez, ça n'existe absolument plus. Par contre, c'était très révélateur de l'ancienne époque, des anciens comics, et c'était le cas
encore un peu à cette époque. Donc voilà, ils ont un peu, Joe Kelly a un peu repris ce principe-là. C'était plutôt cool. Niveau dessin de Nick Bradshaw, bah, c'est pas mal du tout. Franchement, pour l'instant, les trois premiers numéros, ils étaient, en termes de patte graphique, ils étaient franchement chouettes, hein. Les dessins sont cool. Godzilla, il a de la gueule, mais il est d'autant plus impressionnant lorsqu'il se transforme. J'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, même si bon, si vous réfléchissez un peu, normalement, voilà. Puis bon, ça a été teasé par Marvel, hein, parce que bah, je pense qu'il y a des figurines qui vont se vendre là-dessus, sans surprise. Euh, donc ouais, ce Godzilla transformé, il avait franchement de la gueule. Ouais, il était classe, il était stylé, la couleur et tout. C'était quand même pas mal du tout. Euh, Pas grand-chose à dire après au niveau du scénario. C'est vrai qu'on est un peu dans la lignée des deux autres aussi. Euh, alors la scène du cri, il y a un moment où on voit, c'est un peu ce qui se passe en fait sur la cover. Donc en fait, tu as Godzilla qui crie, ce qui fait que du coup, tu as le symbiote qui se barre de Peter Parker, tu sais, à cause des ondes, des vibrations, là. Donc ça avait déjà été teasé par Marvel. Donc là, de nouveau, c'est pas un spoiler puisque officiellement Marvel l'avait d'ores et déjà dévoilé. Mais entre Marvel qui le dit et toi qui le lis, bah, bien évidemment, c'est différent. Et la scène était franchement cool, que ce soit au niveau de la composition des planches ou de la mise en scène, c'était quand même pas mal du tout. De nouveau à la fin, Godzilla bascule du nouveau du côté des gentils, mais cette fois ça a du sens. Ça m'a moins choqué que les autres fois où les autres fois j'avais l'impression que c'était vraiment histoire de dire Godzilla il est pas méchant. Là au moins on comprend pourquoi il arrête de se friter avec Spider-Man. Donc voilà, cette fois c'est pas plus mal. Au moins il y a une argumentation derrière. Au final, on a de nouveau un titre plutôt correct, plutôt divertissant. Il passe plutôt bien. Après, il est évident qu'il faut aimer Godzilla, hein. Il est quand même vachement mis en avant. Et scénaristiquement parlant, il n'y a pas énormément de choses à retenir, hein. C'est vraiment je pense, un gros kiff des auteurs et un gros cadeau pour les amateurs du monstre qui voient ici bah, le monstre face aux différents personnages Marvel, avec assez souvent un petit twist qui fait qu'il se transforme ou qu'il y a une petite mutation sympa, quelque chose comme ça. Mais ça s'arrête là, hein. En même temps, je suis pas sûr qu'on en attendait bien plus, quoi. Ah, c'est à toi. Je n'ai pas lu ce numéro malheureusement. Je vais faire un bisou aux enfants. Je reviens tout de suite. Euh... Ah ben, j'ose espérer que Godzilla fait du catch comme dans les films de la Warner. De toute façon, Godzilla, là où il est le plus intéressant, c'est quand d'un côté, on a une partie du globe qui se concentre à faire des films assez sérieux sur le sujet, et de l'autre, des films complètement, peut-être pas second degré, mais qui vont vraiment dans le délire kaiju contre kaiju, et il n'y a plus vraiment de cohérence. Voilà, entre les Minus One et les Godzilla X Kong, c'est bien parce qu'on a un peu mangé de deux manières différentes, et ça, mine de rien, c'est bien. Ça les pousse à proposer autre chose et pas forcément se manger l'un l'autre, donc. Mais bon, voir Godzilla faire du catch, c'est cool quoi. Enfin, c'est cool, marrant. Euh, Titre 4 fantastique, voilà, qui j'ai l'impression va être décliné sur d'autres personnages de l'univers Marvel. Donc bon, là c'est les 4 fantastiques qui ont droit, avec trois petites histoires. Voilà, c'est un numéro avec trois petites histoires, donc 8-9 pages par histoire, ça se mange assez vite. Donc on a une histoire par Mark Wade et je crois que c'est Ramon Rosanas. Ensuite, la deuxième histoire, c'est Alan Davis qui a écrit, qui a dessiné. Et la dernière, c'est Andrew Wheeler avec Sarah Pichelli, je pense qu'on prononce ça comme ça. Et pour le coup, c'était tout à fait charmant. Voilà, je qualifierais le titre. Voilà, c'était tout à fait charmant. Ces trois petites tranches de vie des 4 fantastiques. Voilà, on a euh, la première histoire, c'est Ben Grimm qui est ordonné par une cour de justice à ne jamais s'énerver, que ce soit dans sa vie pro ou en tant que dans sa vie de héros, enfin dans ses activités d'héros. Pendant 7 jours, il n'a pas le droit de s'énerver. Et on a évidemment Johnny Storm qui va passer son temps à élaborer des pranks, comme disent les jeunes, voilà,
comment on appelle ça, des farces, voilà, pour essayer de le faire s'énerver le plus possible. Donc voilà, quelque chose de très léger, très marrant. La deuxième histoire, c'est là pour le coup un peu plus classique, où on voit les 4 fantastiques sur une planète alien et qui doivent trouver un moyen de s'échapper. Sauf que Johnny ne peut pas vraiment aider l'équipe parce qu'ils sont sur une planète où il y a énormément de méthane, ce qui fait que si jamais il s'enflamme, il pourrait créer une énorme explosion. Donc voilà, c'est un peu comment créer une petite aventure avec certaines limitations plutôt sympas. Et en dernier, on a Johnny qui est dans une émission de télé-réalité, style un peu le Bachelor ou un truc comme ça. Et c'est un petit peu, on va dire qu'il va rencontrer l'homme top, le Mole Man, et voilà, il y a des interactions plutôt sympas, et on rentre vraiment dans le côté un petit peu Playboy de Johnny, mais Playboy pas vraiment, enfin pris au sérieux, un petit peu joué pour le ridicule. Donc voilà, c'est vraiment trois petites histoires qui sont vraiment vraiment cool. Voilà, c'est léger, c'est sympa, c'est fun. Ça permet mine de rien en fait de comprendre assez vite la dynamique et des personnages entre eux et même voilà un peu du caractère des différents personnages de manière assez rapide. Alors c'est pas détaillé sur des complexités ultra développées quoi que ce soit parce que c'est voilà c'est trois petites histoires au sein d'un numéro, mais pour vraiment avoir une dose assez synthétique de la famille des Quatre Fantastiques, voilà c'est très efficace. Voilà les dessins sont cool. C'est bien écrit, c'est sympa, c'est fun, c'est léger. Voilà, si vous avez un petit peu de temps à perdre, je vous conseille, c'est sympa. Ça peut préparer au film. C'est pas lié, mais ça permet de bien comprendre les personnages. Donc ça peut être un bon petit point d'entrée, c'est ça? Ah oui, c'est voilà, c'est charmant. J'avais dit voilà, c'est un titre tout à fait charmant. Ok. En tout bien tout honneur bien sûr. Il est charmant, plein de piment, c'est Voilà, ça? exactement. Alors, on va passer d'ores et déjà au dernier numéro de la soirée, hein, puisque comme je vous l'ai dit, on a été gentil ce mois-ci, puisqu'il n'y a que 4 numéros. On va passer donc à Kid Juggernaut, écrit par Emily Kim et dessiné par Michael Wigan, Min Kyu Young et Peter Nguyen. La vache, j'espère que j'ai été à peu près correct sur l'accent. Ça a l'air d'aller. Alors, ce numéro, que dire? Bon, on est clairement sur les origines de Kid Juggernaut, hein, donc c'est un personnage quand même qui est assez récent puisqu'il a été créé en mai 2024. Alors, qu'est-ce que l'on a? Il y a la découverte de la gemme, il y a l'histoire de son père, de son grand-père, et il y a le lien avec Kane Marco. Donc, par rapport à ça, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un titre avec beaucoup d'informations. On parle pas mal de Cyttorak aussi, mais malgré ça, il reste parfaitement accessible. Donc, même si vous êtes un peu à la masse sur les différents Juggernauts, ou même sur le Juggernaut principal, ou si vous n'avez pas lu Eight Deaths of Spider-Man, pardon, qui parle quand même pas mal de Cyttorak et qui en plus fait intervenir le Juggernaut, ou même si vous n'avez pas lu le Marvel's Voice Infinity Comic, donc qui fait apparaître pour la première fois ce personnage de Kid Juggernaut, de Justin Jean, clairement, c'est pas catastrophique. Et je dirais même que dans un sens, c'est peut-être un bon numéro pour justement euh, rattraper votre retard, pour vous remettre un peu à jour justement sur ce Kid Juggernaut. Donc déjà par rapport à ça, c'est quand même déjà un gros point positif puisque tu as beaucoup de choses à te mettre sous la dent, mais sans être paumé pour autant. Et on sait que dans les comics, c'est souvent un juste milieu qui est un peu difficile à atteindre. Ici, il est parfaitement atteint. Niveau scénario, on prend clairement le lecteur par la main. C'est un bon petit numéro 1 qui se termine par une nouvelle direction pour le personnage. Clairement, c'est une lecture sympathique. Par contre, je sais pas si parce que moi c'est la première fois du coup que je le découvre ce personnage, je ne le connaissais pas avant, donc je sais pas s'il s'amuse à toujours donner cette direction-là au personnage. Moi j'ai trouvé que ce numéro faisait quand même très 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 teenage. Bon déjà il y a les dessins qui font quand même très modernes, mais même au niveau du personnage c'est je trouvais que ça y allait un peu fort, quoi. C'était pas très discret, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que le personnage, il est quand même toujours très musclé, que l'on voit quand même non-stop les muscles, avec des fringues qui le mettent quand même bien en valeur, parfois un peu transpirant.
Une scène qui fait quand même très ado, durant laquelle Justin se demande il y a un autre mec l'apprécie ou pas, s'il n'a pas été trop ridicule en face de lui, avec clairement le dialogue hésitant et un peu où le personnage est un peu mal à l'aise. Ça fait quand même très première amourette. Et même le synopsis, franchement, je trouve ça un peu ridicule, quoi, honnêtement. Donc, la première phrase du synopsis, c'est l'origin story de l'un des mecs les plus chauds du Marvel Universe. Non, mais ils Ok. peuvent au moins essayer de faire semblant de raconter une histoire. Et puis, à côté de ça, il y a un mec un peu beau dedans. Non, là, vraiment, tout est misé là-dessus, quoi. Je crois que même Vampirella, il joue pas autant cette carte, quoi, tu vois. Donc, ça m'a assez perturbé, quoi. En gros, il te vendait le physique d'un personnage et autour de ça, tu avais une histoire, j'avais un peu l'impression. C'est quand même un peu dommage. Disons que si avec ça, t'as pas pigé qui est le public ciblé, pense que tu pigeras jamais, quoi. Donc, disons que j'ai pris du plaisir en fait à lire le numéro et puis bah, je me suis mis de nouveau à jour sur le personnage. Par contre, bah, du coup, c'est pas du tout moi le public ciblé, quoi. Donc, clairement, je passerai mon tour pour les autres numéros.